Et donc la dernière communication avec Bertrand Jolivet, qui est Prague à mi-temps, à la fois au lycée Paul-Robert des Lilas et ici même à l'ESP de Paris, dans la continuité en fait, toujours de ces questions de lieux de mémoire, avec comment mener une enquête à partir de l'un des lieux de mémoire dans l'espace proche de l'établissement scolaire. Oui, alors bonjour et merci d'être encore là. Alors quand j'ai eu cette commande, ça fait déjà un petit moment, mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre tout de suite. Et puis ensuite, quand j'ai voulu m'y mettre, je suis tombé effectivement dans la phase où le site était en reconstruction. Et en plus, mon smartphone parfois est capricieux avec cette application pour des raisons que j'ignore. Mais néanmoins, j'ai essayé de réfléchir à la façon dont on pourrait utiliser cette application avec les élèves, avec deux niveaux de classe, un petit peu, pas tout à fait aux extrémités, mais enfin presque, c'est-à-dire la classe de CM2 et la classe de terminale, parce qu'il me semblait que c'était les classes pour lesquelles les programmes s'y prêtaient le mieux. Je vais y revenir. Avec finalement un souci commun, en tout cas une préoccupation commune, qui est qui est un peu ma préoccupation en tant qu'enseignant et formateur, qui est comment sensibiliser les élèves à la pensée historienne. Et un des fondements de la pensée historienne, c'est cette capacité à faire un va-et-vient entre une projection dans le passé avec ce que nous sommes aujourd'hui, y compris nos émotions, et puis une mise à distance permise par justement le travail critique de l'historien. Donc évidemment, l'enquête est tout à fait propice à ce va-et-vient et à la sensibilisation des élèves à ce va-et-vient. Alors, j'annonce aussi tout de suite d'une certaine manière la conclusion en disant que cette réflexion que j'ai essayé de mener finalement m'a mené peut-être à une forme d'aporie que je vous soumettrai sur l'utilisation, alors pas tant du site lui-même que en fait l'utilisation des plaques commémoratives, puisque je me suis surtout centré sur les plaques commémoratives parce que beaucoup de lieux de mémoire recensés sont des plaques commémoratives. Voilà, donc je disais, le programme de CM2 se prête très bien à l'utilisation de cette application, puisque le programme nous demande de partir des traces situées dans l'environnement des élèves pour pouvoir construire avec eux les notions de résistance, France combattante, collaboration, etc. Voilà. Et la fiche du SCOLD qui accompagne les programmes insiste là aussi beaucoup sur cette utilisation du patrimoine local pour permettre aux élèves de s'approprier l'histoire. Donc les objectifs en classe de CM2, alors évidemment ce ne serait pas du tout formulé comme ça avec les élèves, là c'est du jargon d'enseignant, c'est d'appréhender donc l'espace proche comme un lieu d'histoire, pour l'instant je dirais un lieu d'histoire, ce qui permet, ce qui est un des grands objectifs des programmes de cycle 3, d'appréhender avec eux les notions d'espace et de temps, puisque finalement je suis dans un même espace, mais je me projette dans un temps différent. D'autre part, de les sensibiliser à une mémoire collective, mais fondée sur l'environnement proche, donc ce qui permet d'articuler ici l'individuel et le collectif, des trajectoires individuelles qui sont mentionnées sur les plaques commémoratives, mais qui s'inscrivent dans une mémoire collective. Et puis enfin, de confronter les traces mémorielles à l'histoire, donc ici une articulation histoire-mémoire. Voilà. Alors la démarche serait fondée évidemment autour d'une sortie sur le terrain, en utilisant l'application en 3 temps, donc la préparation de la sortie elle-même, et puis ensuite l'exploitation de la sortie. Voilà, donc on part avec les élèves, l'enseignant annonce qu'on va essayer de se renseigner sur finalement les traces, même si ici c'est pas les traces de l'histoire, mais les traces de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mais pour l'instant on va pas rentrer dans ces subtilités avec les élèves de CM2, dans l'environnement proche, donc on va essayer de voir où elles sont et quelles informations elles peuvent nous donner. Donc en classe on partirait donc de l'application qu'on présenterait aux élèves, et dans un premier temps on peut leur demander, à partir simplement d'un plan de quartier et puis de la photocopie éventuellement de la carte proposée par les lieux de mémoire, de trouver un itinéraire. Donc ici, ce serait à eux de le trouver, ce qui permet de faire des liens avec la géographie, et notamment le thème se déplacer. C'est possible éventuellement après de confronter l'itinéraire que les élèves proposent avec celui que propose l'application.
Bon, on prépare également la visite en annonçant qu'on va travailler sur les plaques commémoratives et que donc pour ces plaques, il y aura un certain nombre d'informations à prélever lors de la visite. Alors les questions que j'ai formulées ensuite, je pense qu'elles sont en fait un peu prématurées à ce moment-là, même si là je les ai placées ici. J'y reviendrai après sur finalement qui a décidé d'installer ces plaques, à quel moment, pourquoi cet endroit-là, etc. Alors, donc la sortie, tout simplement, on suit l'itinéraire établi. Alors, il est possible, puisque c'est une application collaborative, il serait possible si l'enseignant lui-même a mené l'enquête au préalable et qu'il a trouvé des lieux de mémoire qui ne sont pas référencés sur le site, ce serait possible dans ce cas-là d'amener les élèves aussi sur ces lieux de mémoire-là. Enfin, j'imagine que le temps passant, cette possibilité se réduira, puisque le site sera de plus en plus complet. Et donc, au moment de ce parcours, on peut proposer à la fois une réflexion, je dirais, sur chaque plaque. Alors ici, je me suis appuyé sur un travail que j'ai trouvé qui a été mené à Lyon, alors pas à Paris, qui a été mené à Lyon dans le cadre d'une formation en histoire des arts, là pour le coup, enfin en art visuel, sur la façon dont on peut aborder ces plaques commémoratives avec les élèves. Et alors je détaille pas, vous le verrez sur la mise en ligne, mais ce qui me paraît important, c'est effectivement de partir de l'approche sensible, c'est-à-dire quel est finalement ces plaques commémoratives lorsque les élèves se trouvent face à elles. Quelles émotions, quels sentiments cela provoque en eux, peut-être aucun, peut-être certains sentiments, et de réfléchir à la façon dont ces plaques cherchent à créer ces sentiments. Alors on y reviendra tout à l'heure, ces plaques commémoratives peuvent être de nature très diverse, et c'est ici que se constituera une difficulté, mais j'y reviendrai. Et puis, une fois qu'on a eu un aperçu d'un certain nombre de ces lieux, on peut aussi leur demander de réfléchir finalement à une façon de les classer. Alors, il y a différents types de classements possibles. On verra ce qui sort de la réflexion des élèves. Bon, il y a différents types de lieux, différents types de plaques, différents types d'individus, et puis différentes significations à ces localisations. Et ça me paraît intéressant aussi, puisqu'on a des plaques qui sont situées sur le lieu de naissance, sur le lieu de résidence, sur le lieu d'arrestation, sur le lieu d'exécution, etc. Voilà. Donc on revient en classe avec ce matériau et cette expérience sensible de l'inscription de la mémoire dans l'espace public. Et c'est ici que l'enquête va être complétée, puisque évidemment les inscriptions qui sont portées sur ces plaques, pour un certain nombre d'entre elles, vont rester très étrangères à des élèves de CM2. Lorsqu'il est fait par exemple référence de la participation de l'individu au FTP, pour un élève de CM2, les FTP, ça parle sans doute peu, sans doute même pas du tout. Et donc, à ce moment-là, on peut demander aux élèves, à partir de une ou plusieurs plaques, ça dépend de l'efficacité avec laquelle ils mènent le travail, tout simplement de mener une enquête qui finalement relève de l'analyse documentaire, c'est-à-dire d'expliciter, à partir de ressources historiques, je crois que tu me tendais le papier il y a 2 minutes, d'expliciter bien les références qui sont faites sur ces plaques, donc un peu comme un travail d'enquête historique. Alors pour ça, ça peut être fait à partir du manuel, ça peut être fait à partir d'une documentation donnée par l'enseignant. À ce stade-là, à mon sens, pas à partir de la notice qui est proposée par le site, je vais y revenir. Voilà, donc j'ai pris un exemple ici, la rue Michel Tagrine. Donc les élèves seraient chargés d'expliciter les mentions qui sont faites sur cette plaque, et éventuellement en ayant recours à des hypothèses. Alors pour ça, encore une fois, il faut leur donner la documentation appropriée. Par exemple, lorsque l'on voit que Michel Tagrine est mort le 25 août 1944, sans plus de référence, à l'aide d'une chronologie ou d'un récit de la libération, il est possible de leur demander tout simplement de formuler une hypothèse sur les causes de son décès, même s'ils ne peuvent pas être très précis, mais au moins qu'ils arrivent à relier une situation individuelle avec un contexte historique. Donc ici, l'idée, c'est bien d'essayer de les mettre dans cette situation, d'articuler à la fois un document, une trajectoire individuelle et un contexte historique, donc dans le cadre, encore une fois, d'une démarche historienne. Bon, donc ça permet de travailler un certain nombre de compétences qui sont mentionnées dans les programmes. Alors,
à ce moment-là, il y avait, alors je ne sais pas si ce serait accessible à des élèves de CM2, étant moi-même enseignant au lycée, mais je m'étais posé la question de l'utilisation de ces notices avec donc des élèves de CM2. Et je m'étais demandé s'il n'était pas possible, un peu en conclusion de ce travail, de leur demander de confronter finalement ce que mentionne cette notice, qui ferait en quelque sorte source historique, donnant toute une série d'informations sur le personnage en question, de confronter donc les informations qui sont données ici avec finalement les mentions portées sur la plaque elle-même, et de leur demander donc de réfléchir à finalement sur cette plaque qu'est-ce qu'on a mis, voilà, qu'est-ce qu'on a voulu mettre en avant, et selon les plaques les situations peuvent être très différentes. Est-ce qu'on a mis en avant l'action menée par ce personnage? Est-ce qu'on a mis en avant sa mort, les responsables de sa mort? Bon, on a toute une série de configurations. Et donc, en ayant avec eux cette réflexion sur cette distinction entre les informations qu'on peut avoir de façon générale sur le personnage, et sur ce qui a été retenu sur la plaque, de rentrer déjà un petit peu avec eux dans ces problématiques de mémoire. Voilà, finalement, qu'est-ce qu'on a voulu conserver de ce personnage? Bon, là c'est un exemple que je donne, mais je vais passer. Et ça permet aussi de réfléchir avec eux finalement à la fonction de ces plaques dans l'espace public. On peut le faire aussi en comparaison avec d'autres types de supports. Par exemple, la notice. Voilà, la fonction de la notice informative n'est pas tout à fait la même que la fonction des plaques. Bon. On peut le faire aussi en comparaison avec une œuvre d'art. Bon. On voit bien qu'on n'actionne pas les mêmes ressorts. Les plaques, évidemment, c'est surtout le texte qui va compter. Mais ce texte peut jouer à la fois sur de l'informatif ou de l'émotionnel. Là aussi, on trouve différents types de situations. Voilà. Donc, au final, c'est de les sensibiliser à cette idée de ce que c'est qu'un document, du point de vue exprimé par ce document, et de la nécessité de ce regard informé et critique apporté sur ce document. Maintenant, on arrive à une difficulté, puisque je disais qu'on a des plaques de nature extrêmement diverses, et finalement, la question c'est comment expliquer la diversité de ces plaques. Et c'est là où je pense que c'est plutôt un travail d'élèves de terminale qui pourrait y répondre. Alors en classe de terminale, donc on travaille sur, alors pour une année encore, l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, où il ne s'agit pas seulement de réfléchir sur les mémoires, leur évolution, leur diversité, mais aussi sur le rôle, à proprement parler, de l'historien face à ces mémoires. Bon, j'insiste pas sur l'affiché du SCOL. Donc, ici, avec les élèves de terminale, les objectifs seraient d'appréhender l'espace proche, alors cette fois-ci vraiment comme un lieu de mémoire, puisqu'on va pouvoir rentrer par ce concept de mémoire avec les élèves de terminale, distinguer les mémoires et l'histoire, et à partir de là, comprendre les usages publics de l'histoire. Alors, la démarche ici à laquelle j'ai réfléchi, sans être tout à fait certain qu'elle soit entièrement réalisable, ce serait de partir d'un travail en classe qui consisterait à avoir une approche un peu plus, je dirais presque sérielle, même si ce serait excessif, en tout cas un peu plus quantitative, des lieux de mémoire référencés dans l'application, pour essayer d'en tirer un certain nombre de tendances générales ou au contraire de distinctions entre les différentes plaques qu'on peut trouver. De confronter ces traces et le savoir historique et, comme tâche finale, de construire des parcours mémoriels. Bon, les problématisations, elles reprennent, elles s'appuient beaucoup sur ce qu'on trouve dans les cours de terminale. Quelle référence, alors ça c'est le point de départ, quelle référence à la Seconde Guerre mondiale peut-on trouver dans l'espace public, et puis ensuite, jusqu'à quel point ces références rendent-elles compte de façon pertinente de l'histoire du conflit et de ses acteurs? Est-ce qu'on peut déceler des décalages entre mémoire et histoire? Bon, oui. Comment les expliquer, et que cela révèle-t-il des usages publics de l'histoire? Donc ici, on confierait aux élèves, par petits groupes, de travailler donc en classe à partir de l'application. Contrairement aux élèves de CM2, tous nos élèves de terminale ont un smartphone, donc pas de problème de ce point de vue-là, de prendre en charge 1 ou 2 arrondissements et en quelque sorte d'essayer à partir de l'application d'avoir, je disais, une approche un peu quantitative de ces lieux de mémoire.
à partir d'un certain nombre de questions. Alors j'en ai listé quelques-unes, il y en aurait sans doute d'autres. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Quelles sont les organisations ou les types d'actions qui sont référencées? Est-ce qu'on a d'autres informations qui sont données sur l'identité des individus? Comment les responsables coupables sont-ils dénommés, puisque là aussi on a toute une gamme pour dénommer. Alors on trouve peu de références en fait à Vichy, on trouve plus de références aux Allemands, mais avec des expressions très différentes, les Allemands, les nazis, les Boches, l'occupant, enfin on trouve beaucoup de choses. Et puis éventuellement d'autres mentions, notamment la mention mort pour la France, avec sa signification particulière. Et donc ce travail-là permettrait d'essayer de voir un petit peu justement, d'abord si on trouve des tendances générales. Alors on va trouver sans doute par exemple que, je citais les FTP, sont très représentés sur les plaques commémoratives à Paris. Et est-ce que finalement, alors voilà, ici j'avais pris ces 4 plaques-là par exemple pour mentionner la question des responsables. La plaque concernant Léon Goldberg, il est fusillé, mais finalement on ne sait pas par qui. Marcel Mossino est assassiné par les agents de Vichy en 1943. Je vous disais, finalement, il y a peu de références à Vichy. Marcel Collin, assassiné par les nazis. Et puis Maurice et Jean Cadet, fusillés par les Allemands. Bon, on pourrait d'ailleurs prendre d'autres critères pour analyser ces plaques et donc voir que on a des différences. Mais encore une fois, si on prend les choses dans leur globalité, on peut aussi trouver des tendances communes, enfin des tendances générales. Et donc à partir de là, on peut avec les élèves, mettre en relation finalement ces tendances générales avec une histoire de la guerre, de la résistance et de la libération à Paris, pour essayer de voir s'il y a des groupes qui sont surreprésentés par rapport à leur rôle dans l'histoire ou sous-représentés. Voilà. Et donc un travail de confrontation entre les traces mémorielles qu'on peut avoir dans l'espace public et l'histoire, alors avec toutes les limites qui ont pu être mentionnées aujourd'hui, mais en tout cas l'histoire telle que on a pu la reconstituer. On pourrait travailler aussi, ça, je ne sais pas si ce serait tout à fait faisable, mais une idée de travailler sur la topographie des plaques par rapport à la géographie des opérations, voir s'il y a correspondance ou pas. Alors c'est là qu'on arrive à une difficulté, parce qu'en fait ici s'ouvrirait une enquête qui serait passionnante mais difficile, qui est de savoir ces plaques finalement d'où elles viennent, qui les a mises, à quel moment, dans quel but. Parce que ce qui est intéressant avec ces plaques, et ça interroge justement sur aussi leur rôle dans l'espace public, c'est que ces plaques ne sont jamais référencées en termes d'origine. C'est-à-dire que la plaque, aucune plaque, ou en tout cas de celles que j'ai vues, aucune plaque ne mentionne à quelle date elle a été posée, qui a pris la décision, qui l'a demandé, etc. Et donc ici, c'est ici qu'un travail d'enquête serait intéressant justement, et aussi pour éclairer les différences d'écriture entre ces plaques. Alors il y a quelques, ça pourrait presque être un travail peut-être même universitaire. Il y a eu quelques articles déjà anciens de Mariana Sauber, mais qui datent des années 90, sur les plaques commémoratives à Paris. Donc elle donne un certain nombre de pistes. Donc je vous renvoie à son article. Donc ici 2 possibilités, soit l'enseignant lui-même finalement, je passe sur les capacités, soit l'enseignant lui-même donne un certain nombre d'éclairages sur finalement alors, sans pouvoir forcément répondre sur telle ou telle plaque précise, c'est forcément des données générales sur finalement qui a demandé la position des plaques à Paris. Voilà, de façon générale. Il y a énormément d'acteurs différents en réalité, donc ça permet de revenir aussi avec les élèves sur les acteurs de la mémoire. Le processus de décision, ce qui est intéressant, c'est que dans les années qui ont suivi la guerre, il y a beaucoup de plaques qui ont été posées en fait sans autorisation. Et puis de plus en plus la réglementation, il y a eu une réglementation tout de suite, mais en fait qui a été peu suivie, et puis ensuite la réglementation a été de plus en plus suivie, et d'ailleurs de plus en plus ce sont les acteurs institutionnels plus que les acteurs privés qui vont être à l'origine de la position des plaques. Et puis la chronologie, puisque là aussi on a quelques éléments, mais encore une fois qui restent en termes de recherche, enfin en tout cas à ma connaissance, assez ténus. Alors après l'autre possibilité, mais je ne l'ai pas fait moi-même, donc il faudrait voir les conditions de faisabilité, mais ce serait d'aller consulter les dossiers à la préfecture de Paris, puisque ça passe par la préfecture de Paris. Alors là c'est
nos collègues chercheurs qui pourront sans doute nous éclairer davantage, mais les dossiers d'autorisation en fait passaient par la préfecture de Paris, donc ça pourrait être intéressant si c'est possible d'aller consulter certains de ces dossiers. Même si encore une fois beaucoup de plaques ont été posées sans autorisation, et donc là c'est difficile finalement de savoir, même si on peut recouper, je pense, par la façon dont les plaques sont formulées, les inscriptions sont formulées, on peut recouper sans doute et essayer d'avoir, en tout cas, d'émettre des hypothèses sur l'origine de ces plaques. Pour terminer, il serait possible de demander aux élèves, bon là, évidemment, j'évoque plus du tout la question du temps consacré à cette activité, voilà. Donc, il serait possible de demander aux élèves, à partir de ce travail, de construire des parcours mémoriels. Donc toujours en utilisant l'application, de construire des parcours mémoriels thématiques. La première approche a été géographique, je le disais, par arrondissement, mais par le travail d'analyse, ce serait possible sans doute d'arriver à des parcours mémoriels thématiques. Donc j'ai donné quelques exemples de thématiques possibles, et donc éventuellement d'accompagner ça de la réalisation d'audio guides à partir de diverses applications comme EasyTravel ou d'autres. Voilà, j'ai terminé.